C'est parti, donc l'enregistrement démarre. On va pouvoir donc démarrer ce bilan d'année 2022 Érable 3. Merci à tous donc de prendre le temps pour pouvoir faire ce bilan. C'est très important de prendre du recul sur l'année et de voir ce qui a été fait, de ce qui a été réussi, ce qui a été moins bien réussi, pour pouvoir attaquer l'année 2023 encore meilleur d'un point de vue d'une meilleure façon que l'année 2022 et de chaque année pouvoir s'améliorer. C'est comme ça que, par accumulation d'année en année, on obtient un bon niveau. Donc c'est normal pour tous ceux qui ont débuté cette année, qui aient éprouvé des difficultés. L'important, c'est que vous ayez senti l'amélioration de mois en mois et que surtout, l'année prochaine, vous allez vous améliorer. Alors, pour commencer, par rapport aux nouveautés, ce qu'il y a eu, ça a été le portail qui a été déployé cette année pour Érable 3, le portail pour apprendre à investir, les 4 modules dont vous avez accès. Donc s'il y en a encore qui ont des soucis pour retrouver leur mot de passe, bah, n'hésitez pas à me le signaler. Mais voilà, ça a été envoyé par mail et ça vous permet donc d'accéder à tous les cours sur les marchés financiers. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut retenir d'important? De quoi dépendent les marchés financiers? 3 points. 3 points vraiment à retenir. C'est d'abord les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est finalement, d'un point de vue fondamental, il n'y a pas d'autre mot, comment se comporte l'entreprise et l'action en question de l'entreprise. Et si vous vous souvenez bien, vous avez appris dans ERAP que il fallait regarder le chiffre d'affaires, il fallait regarder les charges, il fallait regarder le résultat de l'entreprise. Et si tout ça était positif et en croissance, il n'y a pas de raison que le cours de l'action soit en baisse. Si une action est baissière, c'est parce que les perspectives des fondamentaux ne sont pas bons. Et pareil, si vous voyez une action qui est en très forte hausse, très, très forte hausse, mais que sur le plan fondamental, bah, il y a pas ça suit pas, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Il faut que ça tilte parce que ça veut dire que c'est de la spéculation, qu'il y a trop d'investisseurs sur l'action, et qu'ils investissent de manière déraisonnable. Donc c'est très important. Le premier point, c'est de regarder les fondamentaux, basiquement, et de voir si la boîte, elle fait des profits ou non. Le deuxième point, c'est la psychologie des investisseurs et vous l'avez bien vu, cette année, le moral était ultra mauvais, donc vous avez bien vu l'impact que ça a, sur les marchés, et plus un actif est risqué, plus, la boîte est fragile, plus, cet aspect psychologique, il est important et peut conduire à des paniques, à des baisses très violentes, comme des hausses complètement, surréalistes. Donc la deuxième chose effectivement à prendre en compte, c'est quelle est la psychologie des investisseurs par rapport à l'action, par rapport au marché, par rapport à la tendance générale. Et quel est le dernier point? Et bah, le dernier point, c'est la politique monétaire et encore une fois, là, vous avez vu à quel point ça pouvait impacter les marchés financiers puisque, en fonction de ce que de ce que font les banques centrales, il peut y avoir des impacts très importants. Alors quand les taux baissent, ça va, tout le monde est content puisque les marchés actions sont soutenus, les nouvelles obligations émises sur le marché sont intéressantes, donc finalement on a surtout, mais pour l'immobilier pareil, les nouveaux taux affichés sont meilleurs, donc finalement, tous les actifs montent. Par contre, quand les taux remontent, comme c'était le cas cette année, toutes les classes d'actifs baissent et c'est problématique. Donc très important de vraiment suivre ces 3 piliers-là, de voir ce qui se passe sur ces 3 piliers-là et de prendre en considération ces 3 piliers-là quand vous prenez une décision d'investissement. Alors, seconde question que vous vous posez régulièrement et donc je vais la ressouligner
aujourd'hui, c'est quand faut-il investir? Quels sont les critères qu'il faut que, on investit maintenant ou est-ce qu'on attend? Ou est-ce qu'on investit dans autre chose? Donc les 3 points fondamentaux, ce sont les suivants. D'abord, de vérifier si votre tendance long terme, elle est haussière. Et ça, j'insiste, j'insiste, j'insiste parce que j'ai eu plusieurs fois des messages, concernant, des actions, on me pose la question de savoir ce qu'il faut investir ou quoi et c'est des actions où on n'avait aucun recul. Aucun recul ou alors des tendances qui étaient baissières en me disant: «Bah oui, mais l'action regarde, elle a vachement baissé, du coup il faut y aller et cetera». Puis regardez la tendance long terme, pas grand chose. Bah, ça, c'est pas bon parce que encore une fois, si vous voulez, avoir de la croissance sur votre patrimoine, de la croissance sur l'action que vous choisissez, une entreprise, elle fait pas de la croissance du jour au lendemain en un claquement de doigts. Hein, c'est à chaque fois, une boîte, elle fait de la croissance parce que elle est sur un marché où il y a de la demande, où elle s'est structurée, où elle a un positionnement qui est particulier et tout ça fait que c'est très rare qu'une action, elle soit haussière de manière significative sans avoir été haussière sur les 5 dernières années. Donc voilà, donc vraiment, premier critère, c'est est-ce que le marché que vous choisissez, il est haussier ou non? Ensuite, est-ce qu'on est sur un point bas à court terme? Donc là, encore une fois, on regarde le graphique et on regarde à court terme, donc par exemple sur un mois, sur par exemple 1 an, 6 mois ou encore 3 mois. On regarde ce qui se passe et on se dit: «D'accord, est-ce qu'on est sur plutôt un point haut ou est-ce qu'on est plutôt sur un point bas?» Si on est sur un point haut, bah, on va plutôt être dans une posture d'attente et si on est sur un point bas, bah, d'y aller franchement. Donc voilà. Deuxième chose, regardez comment vous vous situez en ce moment à court terme. Et troisième point, est-ce que l'actif a de bons fondamentaux? Encore une fois, on regarde le chiffre d'affaires de l'entreprise, on regarde son résultat, on regarde ses charges et on se dit, est-ce que l'entreprise elle a les reins solides? Est-ce qu'elle va générer du profit? Est-ce qu'il va y avoir du dividende? Voilà, si ces trois combinaisons-là sont réunies, alors on peut y aller. Hop, je vais activer aussi ma caméra, je ne l'ai pas vu, c'est plus sympa. Hem, donc l'exemple numéro un que je vous ai donné dans Érable, c'est le MSCI World qui vient, répondre à ces 3 critères-là. On a bien une tendance long-termiste qui est haussière, vous la voyez ici, par exemple, j'ai mis le graphe sur 10 ans, on la voit nettement. Hem, on revient ici, sommes-nous sur un point bas à court terme? Donc là, je vous ai mis le graphe à 3 mois. Donc là, voilà, donc l'idée, c'était d'investir de renforcer au maximum sur les points bas, ici, ici, et puis d'éviter d'investir sur des points hauts, ici, ici, ici. Voilà. Et là, bon, par exemple, j'ai pris ce point-là parce que vous voyez qu'on est à peu près, à la moitié. Donc là, pareil, si ça fait vraiment des mois que vous n'avez pas investi, là, vous voyez, sur le graphe, là, il y a quand même une échelle de temps qui est importante. Bah, sur la moitié, c'est pas mal d'investir. Le niveau de risque est quand même assez faible. Donc, c'est un point d'entrée qui est aussi intéressant. Mais dans l'idée, voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les points bas au maximum et d'éviter de rentrer sur les points hauts. Et enfin, si l'actif a de bons fondamentaux, le MSCI World, c'est les grandes entreprises, des pays développés. Donc, voilà, en termes de solidité, c'est très important. Donc on peut dire, encore une fois, que le troisième critère est bien respecté pour le MSCI World puisqu'on est, sur des entreprises qui sont solides et bien diversifiées. Voilà la logique de comment, à chaque fois, je choisis mes actions, mes investissements. Vous avez eu accès aussi à des bonus, je vous invite à aller les consulter si vous ne l'avez pas déjà fait et notamment le petit nouveau que j'avais ajouté cette année, c'est, la répartition de mon PEA avec à chaque fois le nom, précisément du produit financier si c'est un ETF ou de l'action en question dans laquelle j'ai investi et à chaque fois je vous avais mis la répartition précise de mon portefeuille et aussi la liquidité, heu à l'instant T de mes investissements. Donc je vous invite à aller le consulter,
Et si vous voyez que vos performances sur l'année ont été moins bonnes que le MSCI World, alors revenez sur, les entreprises que moi je shortlist, que j'ai sélectionnées, puisque leurs performances moyennes ont été meilleures que le MSCI World tous les mois. Tous les mois, ça a été mieux. Les mois de baisse, on a moins baissé. Les mois de hausse, on a été au-dessus en termes de performance. Donc, pour le coup, si vous avez suivi à la lettre, à la lettre, à la lettre, à la lettre, les actions et ma répartition, vous êtes au même niveau qu'il y a 1 an. C'est-à-dire que si vous avez profité tous les mois, de l'investissement, vous êtes largement positif. Voilà. Et on n'a pas subi, le moins 15 ou le moins 30 du marché obligataire, moins 30 sur le Nasdaq, voilà. Tout ça, ça a été la tendance générale des marchés. Ici, on n'a pas subi du tout cette baisse aussi vertigineuse. Pourquoi? Parce qu'on a sélectionné des bonnes actions qui ont été beaucoup plus résistantes. Alors, je vous ai, shortlisté les 3 premières actions puisque, la majeure partie d'entre vous, vous avez au moins investi dans les 3 premières. Donc je voulais simplement un petit peu commenter et vous donner quelques éléments par rapport à l'année qu'on a eue. Donc pour le cas de LVMH, comme vous le voyez, à l'heure actuelle, on est à peu près au même niveau qu'il y a 12 mois et on a eu, des hausses, des baisses, hem et ça a été plutôt intéressant pour des personnes qui rentrent, régulièrement comme vous, parce que vous avez pu profiter justement des points bas, ici, 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 hem, pour pouvoir aller tirer de la plus-value. Parce que quand on voit, les niveaux autour de 700 ici versus, les points bas ici à 535, ça fait quand même de l'argent, quoi. C'est quand même une volatilité qui a été importante et qui a permis pour vous de tirer des profits, assez importants. Donc, bon, on n'a pas été en croissance sur l'année, finalement, mais du fait que si vous avez suivi la méthode DCA en investissant un petit peu tous les mois, clairement, vous êtes en positif. Ensuite, la deuxième valeur, c'est Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, un peu plus, pareil que, le marché action de manière générale, donc on a fait moins 12,4 par rapport à décembre, au 31 décembre de l'année dernière. Ça reste quand même bon, hein, par rapport aux valeurs de la tech, par exemple. Pernod Ricard a quand même bien résisté. C'est une action aussi qui a un fort dividende. Donc moi, j'ai pas remis en question cet investissement-là. On est sur une mauvaise année, c'est vrai. Maintenant, il aurait fait -30, j'aurais pas eu le même discours, évidemment. Là, le -12,4, il est pas choquant. D'autant plus que si, encore une fois, vous avez investi de manière régulière tous les mois, grosso modo, votre moyenne, elle doit se situer à peu près là, entre les points hauts de là, les points bas ici, tous les points bas qu'on a eus. Grosso modo, votre moyenne, elle doit être à peu près, autour de 0. Donc grosso modo, vous ne devez pas être en moins-value ni en plus-value. Par contre, vous allez percevoir un dividende à la fin de l'année. Et on devrait avoir donc une année 2023 pour Pernod Ricard qui devrait être meilleure que l'année 2022. C'est difficile de faire pire, à cause de la hausse des taux d'intérêt qu'on a eue. Voilà, donc pas de changement pour Pernod Ricard. C'est vrai que c'est moins bon que LVMH, mais l'action reste solide et la confiance est toujours là. Ensuite, la troisième position, c'était Dassault Aviation et donc là, bon, évidemment, il y a eu le contexte qui a poussé, qui a été favorable à l'action puisque, il y a eu la guerre en Ukraine. Mais quand même, bon, bah, on a eu, des fondamentaux très solides et bon, on a fait, voilà, une très, très bonne année puisque si vous aviez commencé à investir au 31 décembre de l'année dernière, vous seriez à plus 74 par rapport, au début, et à part, ici, sur le mois de septembre où on a eu quand même
une baisse assez significative. Grosso modo, on a quand même eu de la hausse tout le temps et donc ça montre bien la solidité de l'entreprise et les bonnes perspectives qu'on a pour 2023. Pareil, on va avoir un dividende, donc pas de remise en question majeure sur cette entreprise et félicitations à tous pour ceux qui sont positionnés. Alors, que faire si la récession se poursuit? Et bah, encore une fois, c'est la même chose que, les critères d'investissement classiques, c'est-à-dire que mais ils sont d'autant plus vrais et vous devez être d'autant plus sélectif. Il faut vous demander vraiment si l'entreprise que vous choisissez, elle a une tendance long terme qui est haussière. Je vais vous reprendre l'exemple d'LVMH. Quand il y a eu la baisse, quand la baisse a démarré en 2022, tout comme vous, je me suis posé la question de me dire: «OK, si les marchés financiers baissent de 15 pendant l'année, heu, est-ce qu'il faut mieux pas sortir et être en cash et attendre? Ou rester sur les positions?» Et en fait, je me suis dit: «Ben, si je suis sur des actions qui sont un peu pourries, oui, c'est clair, il faut mieux sortir parce qu'on va se prendre un -15. Maintenant, si on est sur une action où on pense qu'effectivement, elle fait de la croissance de manière régulière et donc dans le pire des scénarios, on fait du -10. Est-ce que vraiment je vais sortir? Non, parce que si je sors, je vais rater le rebond, je vais rater la hausse. Donc, est-ce que je suis capable de subir une baisse de -10? Oui. Si la réponse est oui, alors ne surtout pas sortir. Et ça a été vraiment la réflexion que je me suis faite dans les actions que j'ai choisies, c'est de me dire: «Est-ce que j'ai réellement confiance ou pas dans l'entreprise?» Et si c'est le cas, alors oui, je suis resté. Et c'est ça le truc, c'est, d'avoir suffisamment confiance dans ce que vous investissez pour vous dire si les marchés baissent, est-ce que je reste, sur cette action? Est-ce que je fais confiance dans l'entreprise? Alors quelles sont les perspectives et l'actualité pour 2023? Ça, c'est le slide que je pense vous attendez tous et on va le détailler ensemble. Alors je me suis basé sur une étude sur les gestionnaires de fonds. Pour voir un petit peu, ce qu'ils en pensent et la tendance. Sachant que, voilà, aujourd'hui, la plupart des capitaux sont investis dans des fonds, donc d'avoir une vue globale sur, la psychologie des gérants de fonds, ça vous donne une bonne, un très, très bon aperçu du marché de manière globale. Alors la première des choses, c'est que 69 des gérants tapent sur un affaiblissement de l'économie mondiale en 2023. Hashtag récession, hashtag ça sent pas bon. Voilà, donc ça, c'est pas surprenant, hein, s'il y a eu, une baisse sur tout 2022, c'est pas parce qu'on s'attend à des paillettes en 2023. C'est au contraire parce que, les perspectives 2023 sont toujours pas très bonnes. Hem, à noter quand même que, il y a, du mieux au niveau des taux, puisque on s'attend soit à, que les taux arrêtent de monter, soit que, ils soient légèrement remontés, pas de manière significative. En tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt exclu qu'on ait une hausse des taux aussi forte que de 2022. Voilà, et quand on regarde, dans le passé, une année aussi mauvaise que l'année 2022, franchement, on n'en a pas eu beaucoup, quoi. Donc qu'on ait une année 2023 comme une année 2022, la probabilité, elle est extrêmement faible, hein, juste sur le plan, statistique. Voilà. En revanche, globalement, les gérants de fonds sont plutôt pessimistes globalement puisque 69 pensent que l'économie va être plus fragile. Donc ça, sur le plan des fondamentaux, encore une fois, c'est à prendre en compte. Mon second point, c'est que depuis la crise de 2008, les gérants n'ont jamais autant sous-pondéré les actions par rapport aux obligations. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un portefeuille, d'investissement, vous panachez entre les actions et les obligations et quand vous
puisque les obligations étant moins risquées que les actions, en gros, les gérants, lorsqu'ils sont plutôt optimistes sur l'économie, ils vont investir majoritairement dans les actions, et quand ils sont plutôt pessimistes, ils vont se planquer dans les obligations. C'est ça la logique. Et quand on dit n'a jamais été autant sous-pondéré, ça veut dire qu'en gros, la majeure partie des gérants investissent dans les obligations en ce moment et se protègent des actions. Alors pour nous, en tant qu'investisseurs malins et qui va à l'inverse de la tendance des marchés, bah, ça prouve bien que les actions étaient globalement un peu sous-évaluées par rapport aux obligations. Et, euh, et donc, ça allait dans le sens de se dire, bah, on continue à investir en PEA, on continue à investir en compte titres, parce que la plupart des investisseurs, eux, ont pris peur et sont partis sécuriser leur argent dans les obligations. D'ailleurs, ils se sont fait massacrer puisque le marché des obligations a fait globalement moins 15. Donc, bon, est-ce que vraiment c'était une bonne décision? L'année nous a montré que non. 3/4 des gérants voient une économie chinoise plus robuste en 2023 qu'en 2022. Donc l'année 2022 a été vraiment mauvaise pour la Chine. A priori, la croissance devrait être meilleure pour 2023, donc c'est un point à garder en tête. Moi, dans mon allocation PEA, vous l'avez bien vu, il n'y a pas une seule ligne chinoise. Je n'investis pas dans la Chine. Je me suis vraiment posé la question à un moment donné dans l'année 2022 d'investir quand il y a eu la forte chute, là, le confinement. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait en me disant que de toute façon, c'était pas en accord avec les 3 points que j'ai cités avant, à savoir est-ce que finalement les fondamentaux sont là? Les fondamentaux n'étaient pas là. Donc pareil, encore une fois, il faut attendre que les fondamentaux soient un peu plus là, et dès que ce sera le cas, effectivement, vous pourrez investir. Après, moi, sur des plans plus géopolitiques, on va dire, et de conviction personnelle, je suis plutôt réfractaire à investir sur le marché chinois. Je préfère investir sur le marché européen et le marché américain, d'autant plus que les relations avec l'Europe et les États-Unis s'améliorent pas. Donc voilà, en tant qu'investisseur, il y a aussi une part d'éthique, donc c'est à vous de voir, mais en tout cas, vous avez l'information. A priori, le marché chinois devrait mieux se comporter en 2023. 90% des gérants estiment que l'inflation va désormais ralentir au cours des 12 prochains mois. Ce que je vous disais un tout petit peu tout à l'heure sur le premier point, ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, il y a de grandes chances que l'inflation soit bien maîtrisée en 2023 et donc qu'on n'ait pas une forte hausse des taux comme on l'a eu en 2022. Et vraiment la bonne nouvelle, ce serait que l'inflation soit vraiment maîtrisée et qu'on ait de nouveau un marché haussier comme on les a eu dans les années précédentes. Les classes d'actifs avec le plus de potentiel en 2023 sont les obligations souveraines, les actions, les obligations d'entreprise et les matières premières. Alors, les actions, c'est pas surprenant en deux, parce que les actions se reviennent très régulièrement dans le top 1 de la classe d'actifs qui rapporte le plus. Là, elle est derrière les obligations souveraines. Pourquoi? Parce que globalement, ce marché-là s'est tellement fait massacrer en 2022 qu'il est sous-valorisé. Donc effectivement, a priori, ce seraient les obligations souveraines qui seraient les plus en hausse dans l'année qui va venir. Bon, moi, mon avis personnel, c'est que les actions, pour moi, restent le meilleur moyen d'investir son argent sur le long terme et d'avoir des bonnes performances sur le long terme. Pour moi, le fait que les obligations souveraines passent avant, c'est anecdotique et ça ne va pas durer plus d'un an. Enfin, on voit quand même les matières premières qui sont dans le top, et notamment, je vous ai mis l'or entre parenthèses puisque la majeure partie des gérants de fonds estiment que l'or est sous-évalué en ce moment. Donc voilà, si vous voulez rentrer sur l'or, que vous vous posez la question depuis un moment de le faire, bah écoutez, c'est pas mal, a priori, de rentrer en ce moment. Voilà pour les actualités et les perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on fait si jamais la récession se poursuit? Comment on s'organise? Et ben, encore une fois,
Le maître mot, c'est la diversification. C'est vraiment ultra important, ultra, ultra important. Il n'y a pas de, comment dire? Il y a pas de formule toute faite sur, la répartition. En revanche, moi, ce que je vois chez la plupart, dans les gestionnaires de fonds, dans les investisseurs que je côtoie, dans des personnes qui ont beaucoup d'argent et un gros patrimoine, c'est que grosso modo, ils ont quand même, une part d'immobilier, très importante, donc la moitié du patrimoine et l'autre moitié sont dans des produits financiers, type actions et obligations. Donc, moi, c'est s'il y a je peux vous donner un conseil, enfin, en tout cas, de suivre, une espèce de roadmap générale, ce serait de se dire: «Voilà, on vise un patrimoine avec 50 d'immobilier, ici 25 d'actions». Ça, c'est la partie très long terme, portefeuille d'actions. Une partie en obligations, pareil, c'est moins risqué, donc et aussi pour, gérer votre court terme et enfin autre, si vous voulez mettre un petit peu d'or, de crypto-monnaie, des choses comme ça pour toujours diversifier un petit peu et vous amuser à la même occasion. Donc voilà, gardez bien ça en tête, l'immobilier, n'oubliez pas de le faire à crédit, hem, essayez d'utiliser au maximum vos effets de levier. C'est chose qui est pas possible sur les actions et les obligations, quand on est un particulier voilà. La force de l'immobilier, c'est aussi ça, c'est de pouvoir le faire à crédit. Donc voilà pour 2023. Focalisez-vous sur, une bonne diversification de votre patrimoine, de votre, et de vos portefeuilles. Alors, enfin pour terminer, quel outil on utilise? Je vous ai transmis, un Excel et je, réinsiste là-dessus parce que c'est vraiment très important. Utilisez un outil de suivi pour voir l'évolution de votre patrimoine, de votre capital au fil des mois. C'est ultra important. Si vous ne le faites pas, vous allez vous démotiver et vous allez aussi pas prendre de bonnes décisions, par rapport à votre quotidien et les besoins que vous avez aussi avec votre argent. Donc vous construisez un Excel, vous mettez à chaque fois toutes les lignes, des placements qui vous rapportent de l'argent, donc le PEA, l'assurance vie, le compte titre immobilier, bref, tout ce que vous avez et tous les mois, vous faites le relevé des compteurs pour voir où vous en êtes. Et vous verrez qu'à la fin de l'année et vous serez surpris de voir l'évolution que vous avez faite, pendant toute l'année si vous avez été régulier et sérieux. Et régulier et sérieux, ça consiste pas à mettre 50 balles tous les mois, d'acheter et vendre comme un barjot. Être régulier, c'est mesurer ses revenus, mesurer ses dépenses, hem, réussir à mettre de côté un certain montant, réussir à s'y tenir ou à même s'améliorer tous les mois, tous les ans et de faire grossir votre boule de neige. Voilà. Je réinsiste une dernière fois là-dessus, parce que moi, cet Excel, je l'ai commencé il y a 7 ans, c'était en 2015. Il n'y a pas un seul mois depuis 7 ans où je ne l'ai pas complété. Si vous voulez, un jour, je vous montrerai. J'ai tous mes Excel depuis 2015 qui ont été complétés et ça a été vraiment le, comment dire? Le tronc d'arbre, on va dire, les racines qui ont fait que je suis resté motivé et que j'ai toujours investi et que, aujourd'hui, j'ai le patrimoine que j'ai. C'est parce que, voilà, je me suis pas découragé. J'ai commencé avec 5 000 €. Au début, ça fait pas beaucoup de plus-value, ça fait pas beaucoup de dividendes, je suis d'accord avec vous. Mais au bout de quelques années, ça a des résultats vraiment très importants. Aujourd'hui, les variations que moi j'ai sur mes portefeuilles, sur mon patrimoine, c'est autour de 20-25 000 €. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire qu'une bonne année, je génère à peu près 25 000 €. C'est l'équivalent d'un salaire. Mais je ne l'ai pas eu comme ça, du jour au lendemain. Je l'ai aujourd'hui en 2022, je l'aurai aussi en 2023. Je ne l'avais pas du tout en 2015. Mais j'ai suivi ça. J'ai vraiment suivi tout ce que je vous ai montré là, la diversification, le fait de se construire un portefeuille, le fait
bénéficier d'un effet de levier avec l'immobilier, d'investir régulièrement tout ce que je vous ai transmis pendant l'année. Ça a été la méthodologie que j'ai appliquée moi. Pour terminer, je voulais vous féliciter parce que c'est une année qui a été particulièrement difficile. Un marché baissier, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc pour tous ceux qui ont démarré cette année et qui ont tenu et qui ont investi, je vous félicite parce que psychologiquement, c'est pas facile du tout. Et ce dont je suis sûr, c'est que vous allez être récompensé dans les années qui vont venir parce qu'un marché baissier ne reste pas baissier longtemps. Quand on regarde les 10, 15, 20, 30, 50 dernières années, les périodes de baisse, elles durent 1 an, voire 2 ans max. Et après, la croissance sera de retour. Donc, profitez de ce moment-là pour continuer à vous former, à investir régulièrement et vous verrez que les efforts vont payer. Voilà. Encore une fois, si vous avez besoin de revoir les vidéos, elles sont accessibles sur la plateforme. Si vous voyez que vous avez des performances qui sont moins bonnes que le MSCI World, allez dans les bonus pour pouvoir copier mon allocation. Et moi, je reviendrai vers vous en 2023 pour la suite, pour Érable 4, pour sa sortie. J'ai hâte de vous retrouver et d'ici là, bah, écoutez, il y a le groupe Facebook d'entraide sur lequel vous pouvez poser vos questions. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Très belle fête de fin d'année à tous. Ciao!